Ok, bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Aujourd'hui, un épisode assez spécial en compagnie de Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, entre autres. Salut Jean-Marc, ça va? Bon, salut Johnny, salut Eric, salut, Ça très va? content d'être avec vous là pour parler un petit peu voilà, sur ce thème. Et toujours en compagnie de Eric de la Sablière, ça va ou quoi? La forme? Présent, très heureux. Ok, donc on a des petits problèmes de connexion pour la vidéo, mais par contre l'audio ça passe bien. Donc je tenais à nous excuser au niveau pour tous les auditeurs, mais en tout cas le message va bien passer. Donc Jean-Marc, donc comme j'ai dit, tu es médecin sportif, tu interviens avec l'équipe de France de judo entre autres. Et quelles sont tes autres casquettes, si je peux dire, tes autres fonctions? Bon, bah oui, bah, je suis médecin du sport, évidemment, bon, passionné par cette discipline, et donc voilà, on fait pas mal de choses, c'est-à-dire, bon, le judo, effectivement, s'occuper des sportifs de haut niveau, c'est mon activité principale, mais j'ai aussi une activité, j'ai la chance d'avoir un cabinet pluridisciplinaire qui s'appelle le cabinet plus santé plus sport, où on regroupe comme ça autour du thème du sport et de la santé différents professionnels pour justement avoir une approche comme ça transversale, essayer d'apporter les meilleurs services auprès des pratiquants sportifs ou des personnes qui veulent se remettre d'ailleurs au sport. Et puis bon, après voilà, comme je m'ennuie un peu quelquefois, je m'occupe aussi un peu de l'audiovisuel, d'essayer de sensibiliser et bien dans le domaine audiovisuel des populations, alors un petit peu vers l'Afrique avec Canal Plus Afrique, mais aussi en France, sur France 5, sur le thème du sport et de la santé. Voilà, pour faire rapide un petit peu mes actions dans le domaine. Voilà. On t'a vu plusieurs fois je crois que c'était le journal de la santé. Tu interviens en tant que Oui, chroniqueur avec Michel Simès, c'est ça? oui, oui, absolument, dans le journal santé avec Marina Carrère-Bancos, plus exactement, qui est D'accord. la présentatrice principale et qui est avec un duo avec un autre présentateur. Et ils ont eu la gentillesse de me confier la chronique Sport Santé, chronique que j'anime aussi dans une radio qui s'appelle RFI, où tous les mercredis, voilà, depuis 2015 maintenant, j'anime cette chronique. Et puis voilà, depuis un an maintenant, dans le journal de la santé, voilà, où c'est un thème qui est tellement intéressant et vaste que finalement, voilà, on s'en rend compte d'ailleurs depuis 2015 avec RFI que les thèmes finalement sont très très variés et en fait quasiment inépuisables, hein. Donc voilà, c'était le doute qu'on avait au départ quand on a créé cette chronique en se disant mais on va peut-être tenir que 6 mois, et ça fait 5 ans et il y a encore énormément de choses à dire. Et c'est pas fini. Et donc, on a eu beaucoup de conversations avec toi, avec Eric, au sujet de l'histoire du sport santé, qui est un thème qui est assez récurrent dans nos conversations et surtout qui est vraiment d'actualité. Et tu connais vraiment l'évolution et l'histoire de la connexion entre le sport et l'utilisation de l'activité physique pour la santé. Et donc, le thème de ce premier podcast, en tout cas, ça sera un petit peu de couvrir, bon, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais couvrir un petit peu l'évolution du sport et de son utilisation pour l'hygiène de vie, de la santé, avant la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et au moins jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la première date, Jean-Marc, le début, avant la Première Guerre mondiale, quelle était la vision du sport auprès de la population française et qui pratiquait l'activité, ouais, c'était les activités physiques. Bon, alors c'est une question évidemment qui est vaste, mais on peut Bien dire sûr. qu'il y avait plusieurs courants. Bon, d'abord, c'est intéressant de s'intéresser toujours à l'histoire parce que ça permet toujours d'un peu mieux comprendre évidemment les connectiques, tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est sous cet angle-là où c'est intéressant. Alors il y avait différents courants. Bon, effectivement, 19e siècle, à partir de la moitié du 19e, 1850, etc., jusqu'au début du XXe, il y a eu un mouvement qui était très intéressant et important dans cette santé, qui était le mouvement hygiéniste. Alors ça, le mouvement hygiéniste, c'est en fait un mouvement qui naît d'ailleurs d'une découverte scientifique, en fait, au départ,
Hein, c'est Lavoisier qui découvre l'oxydation. Voilà. Les phénomènes d'oxydoréduction, le phénomène, c'est un physiologiste qui décrit. Et on se rend compte que ça a des actions extrêmement importantes dans plein de domaines. Et il y a un courant qui doit lutter contre deux grandes pathologies, mais une pathologie principale, qui est la tuberculose, qui sévit énormément. Et il y a un mouvement comme ça qui va viser à faire, qui est même architectural, hein, qui n'est pas que sportif, qui vise à essayer de faire que les défenses de l'organisme augmentent. Et donc, on va être emmené à demander aux gens de faire de l'exercice dans un but de santé. Et là, au départ, c'est vraiment, et on crée même ce qu'on appelle des sanatoriums. Et l'idée des sanatoriums, c'est de faire rentrer l'air et la lumière. L'air et la lumière, donc on change même l'architecture, on abat les murs de ville, on modifie l'architecture des habitations en faisant rentrer la lumière et l'air, et on fait bouger les gens. Et l'idée, là, véritablement, le mouvement, c'est dans un but hygiéniste, c'est-à-dire de nettoyer, et puis arrive Pasteur aussi qui découvre les micro-organismes, et on sait que ces infections sont liées à la venue de micro-organismes. Ce qu'on ne savait pas avant. Hein. Avant, on ne savait pas pourquoi toutes ces infections venaient. Et donc là, on commence à faire des choses simples, c'est-à-dire faire rentrer l'air, la lumière, séparer les eaux, hein, les eaux usées des eaux de boisson, on sépare ça, et ça, c'est un magnifique moment où, en fait, finalement, on a, c'est le mouvement hygiéniste qui permet d'enlever un certain nombre de pathologies, et puis on fait bouger les gens. Et tout ça, c'est dans le même mouvement. Je décris tout ça parce que ça fait partie du même mouvement hygiéniste qui vise à faire de l'activité physique. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un mouvement très important qui est un mouvement de santé. Alors, ce n'est pas les seuls. C'est autour de quelle année? Excuse-moi, ça, c'est pour dire. En gros, au milieu du 19e siècle, donc on va dire 1850, et puis ça continue jusqu'à la Première Guerre mondiale, ou premier tiers en tout cas, on va au moins le premier tiers du XXe siècle, hein, jusqu'à 1930, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Et il y a un certain nombre de médecins, justement, qui sont des médecins hygiénistes et qui favorisent justement l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est-à-dire bien s'alimenter, être exposé régulièrement à la lumière, donc sortir dehors. De ça reste certainement aujourd'hui encore le rêve de nos grands-mères ou arrière-grands-mères, hein, qui disaient toujours, mais allez sortir, allez un peu à l'extérieur pour sortir, pour prendre un peu l'air. Ça vient de ce mouvement. Pour s'aérer, ça vient véritablement de ce mouvement-là. Il ne faut pas rester enfermé, il faut aller à l'extérieur. Ce sont les restes, en fait, de ces mouvements-là. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on a tous entendu ça, effectivement, et il faut savoir que ça naît véritablement de ça. Et il y avait des médecins, des véritables médecins hygiénistes, qui avaient pour but, justement, de faire de l'exercice aux gens, en disant « ça va être bon pour votre santé ». Alors, et ça, c'est vraiment intéressant, et faire de l'exercice aux gens, alors, c'était ce mouvement hygiéniste, mais à cette époque, ce n'était pas seulement ça. On faisait faire aussi de l'exercice aux gens, quelquefois, dans un but un peu plus martial, guerrier. Hein. C'est-à-dire qu'on préparait, on avait une défaite de la guerre fin du 19e, et on préparait la grande revanche, la guerre qui allait donner la guerre 14-18, qu'on pensait remporter en 15 jours. Et donc, il fallait préparer également les populations à s'entraîner pour pouvoir faire cette activité, de l'activité sportive, donc faire de l'activité physique dans un but martial. Et puis, alors ça, c'est une deuxième grande raison pour pouvoir faire de l'activité physique. Et puis rester seulement un tout petit groupe de personnes qui faisaient du sport dans un but de loisir, c'était les personnes un peu privilégiées, hein, qui faisaient du sport, peut-être du sport dans un but de loisir. Alors, les sports à l'époque, c'était la gymnastique, c'était l'escrime, c'était des sports de combat, c'était un petit peu ça, hein, qui se pratiquait à cette époque-là, mais il faut dire que voilà comment est-ce qu'on voyait le sport à cette époque. Et surtout, on va dire le sport santé, en tout cas, relevé de ce mouvement de médecine hygiéniste jusqu'au premier tiers, en tout cas, du XXe siècle. Et donc ça, c'est intéressant de voir ce mouvement-là. Et cette médecine hygiéniste,
s'est délicatement éteinte parce qu'elle est apparue, on l'a dit, avant tout, et c'est pour cette raison. Mais est apparu après la Deuxième Guerre mondiale à peu près, des nouveaux produits qu'on appelle des antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui ont été découverts au XXe siècle et qui ont permis d'éradiquer ou de diminuer de manière absolument majeure le traitement des infections. Cette efficacité des antibiotiques, j'ai envie de dire, a complètement évidemment l'efficacité des mesures hygiéniques pour pouvoir traiter la tuberculose. Donc face à l'antibiotique, se mettre à la lumière et puis faire un peu de sport, on comprend que l'antibiotique était beaucoup plus puissant pour pouvoir traiter la tuberculose. Et donc ça, c'était quelque chose qui était quand même assez notable. Donc, toute cette médecine-là qui visait à proposer l'hygiène de vie, c'est délicatement éteinte. Et puis, alors, il restait, bien sûr, qu'on a toujours dit qu'il fallait faire un peu d'activité physique, etc. Mais c'était quelque chose qui n'était pas majeur. Et il faut noter, pour bien voir l'évolution de tout ça, qu'il y a eu aussi des modifications sociétales. C'est-à-dire que, et notamment au travail, c'est-à-dire que pendant tout ce XXe siècle, toute la population a vu son travail en fait se modifier. C'est-à-dire que début, milieu du XXe siècle, eh bien, lorsqu'on était au travail, on était dans les champs, ou on était à l'usine, où on était dans les mines, ou éventuellement dockers. L'essentiel des travailleurs étaient ouvriers ou agriculteurs ou mineurs, selon les régions qu'on se trouvait en France. En fait. Et tout cela s'est vu se transformer progressivement avec le développement qu'on connaît d'un secteur, du secteur tertiaire, où les gens sont en fait étaient dans une société de service. Et donc ça veut dire que les gens se sont retrouvés dans des bureaux. Et donc progressivement, on a vu les gens être beaucoup plus sédentaires, c'est-à-dire travailler dans des bureaux. Pour ce qui est du transport pour aller au travail, eh bien, on a vu le développement des transports en commun ou des transports individuels motorisés. Donc, il n'y avait plus de dépenses énergétiques pour aller au travail. Et puis enfin, dernière dépense énergétique pour chauffer, etc. Non, il n'y en avait plus, puisque on habite des habitations modernes et il n'y a plus à lutter contre le froid, on n'a plus à dépenser de l'énergie pour se déplacer, on n'a plus à avoir de dépenses énergétiques pour devoir travailler. Et donc, on a un ensemble une grande masse de la population qui se trouve être sédentaire et développer des pathologies qui sont liées à la sédentarité. Et donc, toutes ces pathologies qui sont liées à la sédentarité arrivent dans la deuxième moitié du XXe siècle et s'accentuent encore plus, on va dire, ces 20-30 dernières années, parce que, effectivement, vraiment, il n'y a plus besoin de se déplacer. Et même d'un point de vue urbain, quelquefois, on avait tout prévu. Il y a certaines villes, alors on va sortir de la France, mais je vais prendre l'exemple des États-Unis, où il y a certaines villes qui sont organisées pour qu'on n'ait pas à sortir de sa voiture et qu'on puisse rentrer dans son garage, dans sa voiture, aller faire ses courses. On prend un drive, on récupère ses courses et on revient chez soi, tout ça sans avoir à se déplacer ou sans même avoir à marcher ou autre. Et donc là, on voit un certain nombre de pathologies qui apparaissent. Et là, finalement, la nécessité de remettre à l'activité physique des personnes pour pouvoir lutter contre les pathologies qui naissent et qui réapparaissent cette fois-ci, non pas pour lutter contre la tuberculose, comme c'était le cas à la fin du 19e et au début du 20e, mais pour lutter contre toutes les pathologies qui naissent et qui sont liées à cette sédentarité. Et c'est là que, évidemment, le sport santé revient en force, en quelque sorte, en se disant, voilà, il faut absolument lutter contre ces pathologies, l'obésité, l'hypertension artérielle, un certain nombre de cancers, des maladies cardiovasculaires. Je passe l'ostéoporose, je peux vraiment citer une liste à la Prévert de pathologies qui sont complètement liées à ça. Et donc le sport santé renaît de ça. Pour donner vraiment les grandes lignes de l'évolution par rapport aux modifications sociologiques, voilà ce que l'on peut dire globalement.
Alors, donc, un autre élément qui est aussi intéressant, c'est de dire que l'approche sportive a elle aussi un petit peu évolué. C'est-à-dire que on a dit que la pratique sportive, d'abord, n'est plus du tout la même, évidemment, entre le début du XXe et le début du XXIe siècle. Deuxièmement, les gens qui pratiquaient le sport étaient au début du XXe largement plutôt privilégiés. Et il y a eu une transition, alors qu'aujourd'hui, il y a une volonté même politique, hein, ça a été des incitations liées au gouvernement qui ont cherché à faire que, en fait, le sport devienne très populaire. Et très populaire parce qu'il y avait une autre idée. L'idée, on a dit, c'était martiale, et alors qu'il y a une idée à peu près, on va dire, on pourrait la situer dans les années 60, si je ne dis pas trop d'erreurs, ça doit être à peu près les années 60, peut-être un petit peu avant, même j'exagère, parce qu'il y a eu Léo Lagrange qui a commencé cela dans les années 30 à peu près, 30-40, où l'idée c'était de dire on va utiliser le sport comme un vecteur d'éducation. Et donc on a cherché à utiliser le sport et à développer le sport dans les écoles, dans les universités, et comme un facteur éducatif, d'éducation. Donc c'était plus pour préparer les gens à aller faire la guerre, c'était plus seulement pour lutter contre la tuberculose, pour les problèmes de santé, mais c'était dire, ce sport-là, on va l'utiliser cette fois-ci pour éduquer, pour un élément social, aussi de cohésion sociale. Et donc ça a été utilisé déjà depuis largement les années 30, où il y a même une volonté de démilitariser le sport. Alors, dans les années 30, on dit, mais il faut que ça sorte du côté purement militaire et que ça devienne, puisque c'était quasiment que les militaires qui utilisaient le sport pendant longtemps encore, hein, au cours du XXe siècle, ça a été ça, ça a été en tout cas d'utiliser d'un point de vue éducatif. Et ça, une des meilleures preuves, c'est que souvent le ministère des Sports a été associé au ministère de l'Éducation, a été associé au ministère de l'Éducation nationale, et c'est que très tardivement, hein, là au début des années 2000, on a vu le sport revenir au ministère de la Santé, parce que le sport santé est revenu. Donc ça, ces changements sont assez intéressants. C'est vraiment ce lien entre le sport et la santé, finalement, ont évolué dans le temps. Ils ont existé, pathologies infectieuses, arrivée des antibiotiques, disparition, remise du sport beaucoup plus large pour le grand public, on va dire, et utilisé sous une forme d'éducation. Et puis, on retrouve le sport associé à la santé, parce que cette fois-ci, d'autres pathologies arrivent, parce qu'il y a une modification sociologique, les gens deviennent plus sédentaires, des nouvelles pathologies liées à la sédentarité arrivent, et là, le sport santé réapparaît. Donc, c'est intéressant de voir cette danse qui existe entre le sport et la santé, qui revient au bout du jour, pour d'autres raisons, dans un autre contexte sociologique, mais c'est intéressant de voir que ça existait dans le passé. Ouais, il est intéressant, on peut noter aussi que dans notre situation actuelle là, de confinement, on n'a pas de solution médicale avec des médicaments à proprement parler pour soigner ce virus. Et donc, il y a pas mal de mouvements et d'études qui disent que grâce à l'activité physique, on va dire grâce au mouvement, pour pas dire l'activité physique, pour pas que ça soit mal interprété, mais grâce au mouvement modéré qui va permettre justement de faire circuler, on réutilise un petit peu la vision qu'on avait avant du sport, donc hygiénique, pour se maintenir en bonne santé pendant cette période-là. Parce que c'est le fait qu'on soit en confinement, on est totalement, on ne peut pas bouger. Et donc, voilà, on repratique le sport avec la même vision, comme tu disais. Donc, c'est toujours une danse qui se reproduit comme ça, en fonction des besoins. Et ce qui peut être dommage, c'est qu'on devrait le pratiquer tout le temps de cette manière-là, en fait. Et ça devrait être aussi une manière un peu de prévention, de garder le corps assez fort, même si on ne peut pas tout prévenir, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va éviter d'attraper le coronavirus, mais en tout cas, on sait que l'activité physique modérée, elle permet d'améliorer les défenses immunitaires par le biais de l'augmentation de la respiration, l'amélioration du système respiratoire, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a c'est bon nom, cette danse-là. On dirait qu'il y a une sorte de turnover, tu sais, de cycle dans la vision, dans l'utilisation des méthodes hygiéniques, tu vois, que ça soit dans le sport. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi. Hein.
il y a quelque chose d'intéressant dans la crise actuelle auquel on fait face pendant le coronavirus, c'est que le coronavirus étant une maladie qui n'a pas, à laquelle on n'a pas encore réellement trouvé de solution, en tout cas, pas que je ne suis pas encore au courant, mais auquel on n'a pas encore vraiment trouvé de solution et qui peut, même si elle peut toucher et malheureusement tuer des personnes qui sont en très bonne forme physique, en moyenne, a tendance à toucher des populations dont plus âgées et dont la santé est un petit peu moins bonne. Il y a une sorte de rappel à l'ordre, j'ai l'impression, chez beaucoup de personnes. On stigmatise beaucoup les personnes qui sortaient courir dès le lendemain du confinement, etc. On voyait des foules de joggeurs qui n'avaient sans doute jamais fait de jogging avant dès le lendemain dès le lendemain du premier jour de confinement. Alors évidemment, loin de moi de dire qu'il ne faut pas respecter les mesures de confinement, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être derrière d'extrêmement primaire, une réaction justement auto-hygiéniste de vouloir se protéger en se rendant compte que c'est peut-être aussi la force de corps, surtout que c'est pas rien, hein, c'est un virus qui touche les poumons, hein, donc c'est pas étonnant que les gens se soient mis à courir. Je pense qu'il y a un parallèle qui est fait dans l'inconscient collectif entre la capacité cardiovasculaire et pulmonaire et un virus qui touche les poumons, et qu'il y a cette sorte de… Et que souvent, alors j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que la vision hygiéniste du sport, elle est basée sur une certaine forme de sens commun et de la vie, c'est-à-dire le soleil, t'es mieux quand tu te lèves tôt, t'es mieux quand t'es au soleil, l'air pur, c'est mieux que l'air qui pue, etc., etc. Et j'avais une question pour le Dr Sen qui est est-ce qu'il y avait une méthodologie dont on a gardé des traces à l'époque du sport et de la médecine, surtout hygiéniste, dont on pourrait aujourd'hui s'inspirer et qui pourrait aider peut-être à recalibrer justement à se remettre à ce niveau-là en général dans la médecine et dans l'approche hygiéniste de la vie. Bon, alors, il y a un certain nombre je pense, de principes. En tout cas, le principe général qui est le fait d'avoir une activité physique qui est adaptée, qui est modérée, etc. Je crois que ça, c'est l'élément qui date de cette époque et qu'on peut dire. On a fait quelques progrès quand même depuis l'époque. Alors, on connaissait déjà beaucoup de choses. Hein. Début du XXe siècle, on avait quand même pas mal d'éléments. On savait que le muscle existait, on connaissait les phénomènes voilà, qu'on avait des substrats à partir de glucides, etc. On connaissait quand même beaucoup de choses au début du XXe, même s'il y a eu des progrès évidemment ensuite de physiologie, mais on connaissait pas mal de choses. On a quand même bien amélioré, à mon avis, la physiologie de l'entraînement, la physiologie de l'exercice qui s'est quand même beaucoup améliorée, et la connaissance a énormément progressé quand même au cours du XXe siècle. Donc j'ai envie de dire que c'est plus des principes globaux qu'on va pouvoir retenir, mais je pense qu'aujourd'hui on a les armes, en fait on les connaît, les armes pour pouvoir appliquer en tout cas des exercices tout à fait adaptés. Ce qui est intéressant, moi je voulais aussi revenir sur ce parallèle qui me paraissait très intéressant entre la situation d'une épidémie infectieuse qui était la tuberculose et une épidémie infectieuse qui aujourd'hui est le coronavirus. Dans les deux cas, on n'avait pas de médicaments, puisque la tuberculose, les antibiotiques n'existaient pas encore. Aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement contre le coronavirus. Et donc, effectivement, une des seules solutions, c'est de dire on va améliorer l'immunité. Et donc là, si on a dit que le sport santé était particulièrement intéressant pour essayer d'améliorer, lutter contre les effets de la sédentarité, eh bien, on sait aussi qu'il a un rôle sur l'immunité. Et particulièrement, il y a une étude que j'ai ressortie là sur l'immunité des voies aériennes supérieures. Ça, c'est particulièrement intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que, et ça, c'est dans les années 90, il y a eu une belle modélisation qui a été faite et qui montre que si on est sédentaire, si on n'a pas d'activité physique, on voit une augmentation du risque d'infection des voies aériennes supérieures. Si on fait une activité physique trop intense, on voit aussi une augmentation du risque des infections aériennes supérieures. Et en fait, c'est si on a une activité physique modérée, ça veut dire adaptée à sa condition physique. C'est ça, hein, modéré, donc selon son niveau de condition physique, le modéré n'est pas le même, évidemment. Mais une activité modérée, eh bien, va permettre, eh bien, au contraire, d'avoir une immunité la plus importante possible.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est le message que j'ai fait passer et que je vais continuer à faire passer, c'est qu'il faut avoir une activité, il faut continuer à avoir une activité physique, adaptée à sa condition physique, pour pouvoir développer son immunité. Ça a d'autres intérêts, ça, de faire l'activité physique. C'est que ça régule également l'alimentation. Et on sait qu'en période de confinement, on peut avoir tendance à manger beaucoup trop, ou alors à grignoter. Et la régulation, la qualité d'une alimentation, le fait d'apporter des fruits, des légumes, des antioxydants, etc., eh bien, est favorable également à l'immunité. Puis, troisième élément qui est aussi majeur et qu'il faut souligner, c'est que ça régule le rythme veille-sommeil. Le fait d'avoir une bonne activité physique permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Et le sommeil intervient également dans l'immunité. Donc, on voit qu'on a véritablement un grand intérêt à demander aux gens d'avoir une activité physique. Un, pour ne pas avoir les effets néfastes d'une sédentarité, parce que si on sait que si on est sédentaire, 2007 à Liverpool, des chercheurs ont pris 28 personnes, et c'est autre étude que j'ai ressortie récemment, 28 personnes, ils les ont, qui étaient actifs, physiquement actifs, ils faisaient plus de 10 000 pas par jour, et ils les ont mis sédentaires. Alors, ils ont diminué de 80% leur activité physique, ils ont augmenté leur activité de sédentaire de 2 heures. Ça veut dire qu'en fait, vraiment, ils les ont mis dans une situation sédentaire. En 2 semaines, perte de masse musculaire, augmentation de la masse grasse notamment, la masse grasse abdominale, c'est-à-dire celle qui favorise justement les maladies, et diminution bien évidemment de la condition physique. Ça veut dire qu'ils étaient en situation de risque de pathologie liée à la sédentarité en 2 semaines. Ils devenaient à risque de en 2 semaines simplement. Nous, on va être confinés. Bon, allez, là, c'est annoncé 4, mais je vous parie qu'on va atteindre les 6 dans pas longtemps. Voilà, on va probablement être confinés pendant 6 semaines. Donc, si on dit aux gens qui sont physiquement actifs ou moyennement actifs de devenir spontanément pendant 6 semaines sédentaires, eh bien, on les met à risque de développer un certain nombre de pathologies. D'autre part, si on demande à ces personnes de faire... donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut avoir une activité physique modérée. La deuxième raison, c'est l'immunité, on vient d'en parler. Aujourd'hui, en fait, il faut essayer de faire en sorte que, puisqu'on n'a pas de médicaments, que l'immunité de la population, naturellement, ou en tout cas, soit un petit peu meilleure. Alors, à l'échelon de la population, ce genre de mesure a une efficacité. C'est vrai qu'à l'échelon individuel, c'est difficile de le mesurer, mais si à des millions de personnes, on demande de marcher un peu, de un petit peu s'étirer, alors, encore une fois, activité physique, pour l'essentiel de la population, c'est un tout petit peu marcher, hein, c'est pas... Ça ne va pas être du tout de courir ou de faire des choses comme ça, même. Hein, si vous avez une dame de 60 ans... Si je peux revenir sur si je peux faire un point sur ce sujet-là, d'ailleurs, ça, avec Eric, on en parle souvent de ça. C'est est-ce que justement, là, n'est pas le problème? C'est-à-dire que je vois, on voit le sport, l'activité physique comme un stress, mais un stress qu'on accepte volontairement de se soumettre pour créer une modification par une adaptation à ce stress du corps. D'accord? Donc, comme tu as dit, il faut que ce stress, il faut qu'il soit mesuré pour que l'adaptation ne soit pas de la reconstruction, mais que ça soit de l'amélioration. Et la ligne est très, très fine surtout chez quelqu'un qui a un très bon niveau et en fait, aux deux antipodes. Quand on n'a jamais fait de sport, la ligne est très, très fine entre le surentraînement, c'est un mot un peu galvaudé, mais là, et le sous-entraînement. Et pareil pour quelqu'un qui a un extrêmement bon niveau. Au milieu, c'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde en bas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Eric. J'ai l'impression que la plupart des gens sont en bas. Et donc, ils ne savent même pas ce que c'est trop ou pas assez. Ils n'ont pas une palette de jugement assez... ils ne sont pas assez bien équipés, si je peux dire. Tu sais, c'est simple. Les gens ne connaissent pas assez bien leur corps, ne connaissent pas assez bien ce qu'ils peuvent faire, leur capacité et ce qui va être bénéfique pour eux. Effectivement, il y a des méthodes très, très simples qu'ils vont pouvoir utiliser. Marcher, faire quelques pas, quelques flexions au soleil, etc. Pour la plupart des gens, c'est bénéfique. Mais quand on voit ce qu'on était capable de faire avant, tu vois, la condition physique de base, il y a même juste 2 siècles en arrière, elle n'avait rien à voir avec notre condition physique
nos conditions physiques actuelles. Et donc, je pense que là, peut-être qu'il y a un problème aussi, peut-être que notre mécanisme, on s'est soumis à des besoins maintenant vraiment trop bas et qui ont fait chuter tous nos mécanismes immunitaires, hormonaux, tout ça. Alors c'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut. Alors, évidemment, alors moi, c'est le scientifique qui ressort. Dès qu'on va comparer les éléments, il faudrait, pour pouvoir l'affirmer, avoir mesuré la condition physique il y a un siècle et demi, 2 siècles et maintenant. Mais, cela dit, je pense que c'est probablement juste cette réflexion, parce que, pour la raison qu'on a dite tout à l'heure, c'est-à-dire que la population a arrêté d'avoir de l'activité physique au travail, a arrêté de se déplacer, en tout cas se déplace par des moyens locomoteurs, et le travail actuel est plutôt sédentaire. Donc, il y a de grandes chances pour que globalement, effectivement, la condition physique générale de la population ait diminué. C'est probable, en tout cas, on peut supposer que ce soit à peu près le cas. Et d'ailleurs, ce qui peut nous faire penser ça, c'est que des pathologies qui sont liées à la sédentarité apparaissent. Donc ça c'est très clair. Donc ça veut dire que comment est-ce qu'on peut proposer à avoir des activités qui sont modérées? D'abord, c'est de faire des activités peut-être qui sont un peu plus connues. Et c'est pour ça que si on s'adresse à la population, qu'est-ce qu'ils vont proposer? C'est de marcher un peu, c'est de faire du jardinage, c'est de faire du ménage, c'est de faire du bricolage, c'est-à-dire des activités physiques parce que ça peut être des activités physiques sportives, mais ça peut être des activités physiques de loisirs, de bricolage, utilitaires même, ou utilitaires qui permettent tout simplement de bouger et d'avoir une contraction musculaire, une dépense musculaire. Et je crois que c'est ça, en fait, la consigne, il faut dire très largement, c'est de faire des choses, voilà, d'abord, et puis qu'on va faire, on va se dépenser sans y penser. C'est-à-dire que la personne qui aime jardiner, voilà, il va pêcher, biner, etc. Et puis il va même pas se rendre compte qu'il a finalement fait des contractions musculaires et qu'il a fait un effort parce qu'en fait, tout simplement, il a eu une activité qui lui a plu. Et l'autre indicateur qu'on peut donner d'intensité d'exercice, c'est l'aisance respiratoire. L'aisance respiratoire, c'est-à-dire le fait que tout en suant un petit peu et en étant légèrement essoufflé, on est encore capable de maintenir une conversation. Excusez-moi, docteur, je ne vais pas vous interrompre. Faut-il à ce moment-là, donc vous avez répondu à une des questions que je voulais vous poser qui était quels sont les marqueurs que peuvent utiliser des personnes qui ne font pas, qui veulent débuter une activité physique ou alors s'assurer qu'ils sont dans une forme physique suffisante, qu'ils ont un minima suffisant, par exemple les personnes plus âgées, etc., d'accord, qui sont en plus vulnérables au virus, au Covid-19. Donc je vais vous demander, vous l'avez dit, quels sont les signes que l'on fait une activité suffisante, donc l'aisance respiratoire et la capacité de contraction musculaire, donc ça c'est très intéressant. Pensez-vous qu'il faut qu'il y ait qu'instaurer des minima mesurables et de les recommander, en tout cas de recommander des minima mesurables serait une aide, c'est-à-dire, alors je donne un exemple tout bête, la capacité, évidemment, sans prendre en compte des problèmes de santé particuliers, à soulever un poids, par exemple, les soviétiques, je sais, étaient assez bons là-dessus avec leur kettlebell, etc., de soulever de telle façon un poids de temps à tel âge. Et si cela n'est pas possible, peut-être essayer de comprendre pourquoi ou comment revenir, ou être capable de courir sur une distance de temps à peu près telle vitesse pour à peu près tel âge. Un peu comme on a des courbes de croissance et de poids et d'indice de masse graisseuse. L'indice de masse graisseuse et l'indice de poids n'est pas nécessairement indicateur de la performance sportive, mais c'est quand même un indicateur général qui peut être très utile au niveau scientifique. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question très rapide était, peut-on se baser dans la question dans ce que disait Johnny, la question qu'on se posait, quelles étaient les pathologies, est-ce que le niveau de forme physique était supérieur essor du secteur tertiaire? Est-ce qu'on ne peut pas tourner notre regard vers des continents comme certaines parties de l'Amérique du Sud, certaines parties de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne, où le secteur tertiaire, il y a certaines parties où le secteur tertiaire et l'ultra-mécanisation de l'agriculture a peut-être pas encore
été aussi instauré, est-ce qu'on ne pourrait pas justement regarder quelles sont les pathologies présentes dans ce genre dans ces régions? Voilà. Là, c'est très intéressant. Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première partie, c'est en fait des tests d'évaluation de la condition physique. Finalement, ça serait, est-ce qu'on peut restaurer des tests d'évaluation de la condition physique dans la population générale? Alors évidemment, c'est très difficile. Alors, il y avait des situations où on pouvait faire ça. D'abord, c'était l'école. Voilà. Est-ce que militaire? Et deuxièmement, effectivement, les situations de conscription. Alors, le problème de la conscription, c'est que ça concernait que les hommes, donc ça aurait été bien d'avoir une conscription qui soit mixte, ou en tout cas qui puisse avoir ça, ou en tout cas pouvoir imaginer ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir, on a difficilement des éléments, en tout cas on n'a pas réussi à mettre en place. D'autres pays qui font des suivis longitudinaux, je pense notamment aux pays nordiques, évaluent beaucoup plus volontiers ce type de conditions. Nous, on ne l'a pas mis en place. Est-ce qu'on ne devrait pas l'imaginer? Ça pourrait se poser comme question. La question pourrait se poser. Alors, encore faudrait-il ne pas être, bien sûr, culpabilisateur, parce que c'est toujours bien sûr. Voilà, donc ça, il faut avoir ça. Mais en tout cas, si c'est fait dans un but, évidemment, d'aide, etc., je pense que les gens peuvent tout à fait le comprendre. Et au contraire, c'est très intéressant. Moi, je trouve que le test est toujours intéressant parce que le test, c'est un premier temps de prise de conscience. C'est-à-dire que tant que les gens n'ont pas fait un test, ils disent « Ah, mais en fait, j'en étais là. Ok, d'accord. » Une fois que les personnes voient où ils en sont, ils disent « Bon, alors c'est la première prise de conscience qui permet de dire « Bon, allez, à ce moment-là, la personne peut sortir du fauteuil et réellement essayer de faire quelque chose. » Donc, moi, j'y serais plutôt favorable. Maintenant, il faut vraiment réfléchir à comment le mettre en place, à quel niveau, au niveau du travail peut-être. Enfin, voilà, ça c'est vrai que c'est pas simple. Bon, en tout cas, pourquoi pas, ça serait peut-être un élément qui serait intéressant. Je peux même rajouter que c'est souvent le premier temps que je dis très souvent, c'est que dans ce domaine de reprise, surtout quand les gens ont une très mauvaise condition physique, il est essentiel d'essayer au minimum d'individualiser. Ou si ce n'est individualiser, essayer en tout cas de faire des groupes de niveau. Et on ne peut pas individualiser sans évaluer. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'individualisation sans évaluation. Donc, ce temps-là d'évaluation, il est évidemment nécessaire et indispensable si on veut tenter de faire des exercices adaptés à la condition physique des personnes. Donc, c'est vrai que ça serait quelque chose de très intéressant, mais voilà, la mise en place, elle nécessite une vraie volonté politique, etc. Enfin, bon, est-ce qu'on y est? Ça c'est un autre débat, évidemment. Et sur le côté mondial, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, dans plusieurs, et je m'y suis beaucoup intéressé parce qu'évidemment, à Priorité Santé sur RFI, on parle beaucoup, entre autres, de la condition physique, et on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, dans les zones rurales, on a encore une condition physique, mais quel que soit l'endroit dans le globe, sur la Terre, y compris en Afrique subsaharienne, y compris en Amérique du Sud, dans les zones urbaines, urbanisées, on retrouve les pathologies liées à la sédentarité. Parce que dans les zones urbanisées, on a le tertiaire, on a la locomotion, etc. Et ça, donc à Dakar, il y a des pathologies liées à la sédentarité, voilà, ou à Bamako, ou je ne sais, voilà, en tout cas, les grandes zones urbanisées. Et par contre, dans les zones rurales, on ne retrouve pas ça parce que les gens continuent les travaux ruraux, se déplacent à pied, etc. Enfin, voilà, il y a tout cet aspect-là. Et donc, en fait, c'est une véritable épidémie. L'obésité a été déclarée par l'OMS comme une véritable épidémie mondiale. Donc, c'est une vraie pathologie. C'est un vrai changement, en fait, de fonctionnement mondial et lié à l'urbanisation. Alors, il faut réinventer. C'est pour ça que la problématique... Comment, justement, dans quelle direction? Je vois deux directions après, en généralisant. Donc, soit on se retourne vers la nature, c'est-à-dire on recommence des activités je sais pas, on va marcher dans les bois, on va faire son jardin pour les gens qui peuvent, on va s'exposer un peu plus au soleil, on va plus souvent à la montagne, voilà. Ou alors, de l'autre côté, on pratique des activités sportives, mais adaptées en ville.
C'est par exemple salle de sport ou coach sportif ou même aller s'entraîner soi-même avec des programmes qu'on peut trouver sur Internet, etc. Donc après, bon, il y a toujours des orientations à avoir. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des évaluations, un cours spécifique à ses besoins, sa forme ou peut-être à ses problématiques, etc. Mais dans quelle direction on doit aller? Plus dans un sport adapté, une activité physique adaptée à l'urbanisation grandissante, ou alors l'individu doit se retourner plus vers la nature, quoi. Bah, il doit y avoir, j'aurais presque envie de dire, un nouveau mouvement hygiéniste. Voilà. Ouais. Le mouvement hygiéniste qui a eu le siècle dernier et qui prenait en compte, bien sûr, la médecine, mais pas seulement l'architecture, l'urbanisme, etc. Mais on doit se reposer les mêmes questions aujourd'hui. C'est-à-dire, alors c'était un architecte, un urbaniste suisse qui disait il faut réenchanter la ville. Réenchanter la ville, ça veut dire qu'en fait, il faut réagrémenter la ville pour que, par exemple, le déplacement urbain à pied ou en vélo soit agréable. Ça doit être ça, ça doit être une volonté politique. Si on veut pas, si on n'organise pas la ville, je parlais de la ville américaine, où tous les déplacements pouvaient se faire en voiture, c'est-à-dire où il n'y avait pas de place pour le piéton. Aujourd'hui, on doit se poser la question comment pousser les gens à avoir une activité avec une dépense énergétique. Alors, par exemple, et ça, c'est une application extrêmement importante. Par exemple, on sait dans une étude qui avait été faite aux États-Unis 2004, si je ne me trompe pas, elle disait que 50% des déplacements, enfin il y avait, pardon, 2 tiers des déplacements qui étaient faits en voiture, et dont 50% des déplacements sur une distance de moins d'1,8 km. C'est-à-dire des déplacements totalement accessibles à pied ou en vélo. D'accord. Donc, alors, est-ce que les gens ont la flemme, on peut utiliser ce mot-là, ou alors les déplacements même de courte distance, d'accord, qui normalement devraient être très faciles d'accès, ne sont pas faciles d'accès dans une ville ou. C'est un peu les deux, mais il faut redonner en fait le goût. Quand on dit réenchanter la ville, il faut redonner le goût d'aller se déplacer. Là, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on est limité à 1 heure de déplacement. Mais je vous assure que se déplacer actuellement dans Paris, c'est extrêmement agréable. C'est absolument pas pollué. Donc, vous vous déplacez, vous avez de l'air pur, on a l'impression qu'on est au bord de la mer. Alors, donc, l'air n'est pas pollué, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de danger. Se déplacer à pied dans Paris aujourd'hui, c'est extrêmement agréable. Donc, il faut réenchanter. Alors, évidemment, c'est une situation qui n'est pas possible. On va pas rester confiné pendant quelques mois encore. Mais ça veut dire qu'il faut imaginer des trajets, des possibilités qui se fassent évidemment à pied. Alors, Paris, c'est une ville particulière parce qu'elle est aussi traversée par beaucoup de personnes qui n'habitent pas Paris et qui ont besoin de traverser la ville parce qu'on a eu une politique centralisatrice en France depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles. Sûrement, on peut remonter ça au moins jusqu'à Louis XIV. Et donc, ce qui fait que tout est quasiment centralisé à Paris. Et si tout est centralisé à Paris, voilà, toutes les autoroutes, toutes les voies sont là. Alors, bien évidemment, il y a des volontés de désengorger, il y a une volonté de faire un grand Paris, il y a une volonté, enfin, voilà, il y a des choses qui s'organisent, mais qui sont longues évidemment à se faire. Mais en tout cas, l'idée générale, mais vous voyez bien que là, on dépasse largement le champ de la médecine. Mais l'idée générale, c'est pour ça que je fais le parallèle avec le mouvement hygiéniste, c'est dire d'avoir un mouvement qui pousse les gens à être dans un mouvement d'activité physique. Favoriser l'envie, l'engouement en tout cas de l'activité physique. Alors, moi j'ai une question rapide. Le mouvement hygiéniste, donc vous avez dit, vous avez fait une petite parenthèse rapide en disant que c'était aussi un mouvement architectural et maintenant vous êtes en train de parler de réenchanter la ville. C'est intéressant parce qu'il y a un parallèle qui peut se faire avec les mouvements, alors c'est peut-être un parallèle complètement faux mais qui me vient à l'esprit maintenant, les mouvements de l'impressionnisme, de l'art déco, de l'art nouveau, de la réappropriation d'une certaine forme de nature avec laquelle, qui n'est pas uniquement égalisée, auquel on a un contact au travers de l'architecture, de l'art, etc. Donc c'est intéressant, je me demande si le parallèle ne serait pas à faire, mais au-delà de ça, est-ce que on rentre, est-ce qu'à ce moment-là, un nouveau mouvement hygiéniste
ne doit pas être uniquement considéré comme un mouvement dépendant de la médecine ou de la culture ou de l'éducation, mais de la culture au sens général d'un pays, c'est-à-dire dire qu'on doit culturellement avoir une approche hygiénique de notre population et de notre santé et de notre vie. Oui, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas envie. La santé est intimement liée à une société et au mode de vie d'une société. On ne peut pas sortir la santé du mode de vie d'une société. Donc, c'est là, évidemment, c'est très intéressant cette discussion parce qu'elle nous mène loin, mais c'est que ça doit nous sortir uniquement d'une discipline isolée. Alors que je suis médecin, je pourrais dire voilà tout à travers la médecine, etc. Mais très rapidement, on voit bien, d'abord on fait le lien entre la médecine et le sport, mais dès qu'on dit ça, dès qu'on parle de ces deux disciplines, de la médecine et du sport, on se rend compte que ça touche énormément de choses. L'accessibilité aux équipements sportifs. On parlait de réenchanter la ville. Il faut aussi donner le droit aux gens de pouvoir faire du sport. Il n'y a pas si longtemps, les femmes, on les accusait de faire du foot. Après, elles avaient du mal à faire du football. Voilà, elles ne pouvaient pas. Donc, il faut aussi donner la possibilité d'avoir une diversité, bien sûr, de pratiques sportives et d'activités physiques qui permettent à tous, effectivement, en fonction de leur niveau de condition physique, de leur goût, de leur appétence, de là où ils habitent, etc., de faire une activité physique pour leur santé. Ça veut dire qu'il faut réfléchir dans toutes les dimensions de notre société. Alors, mais ça c'est quelque chose de vraiment intéressant, mais ça veut dire que toutes les dimensions de notre société ont leur mot véritablement à dire dans ce fonctionnement-là. Mais si notre société est malade de ne pas bouger, toute la société doit se poser la question comment est-ce qu'elle peut se guérir elle-même. Alors évidemment, il y a des sources, la physiologie, la médecine, etc. va donner les éléments, mais la mise en place effective, il faut de l'urbanisme, il faut de l'architecture, il faut du droit, il faut de l'éducation, il faut tout ça. Donc c'est très très large. Mais effectivement, il y a des sources, mais là ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait, il faut aussi des directions. Parce que pour le moment, on est vraiment dans l'activité physique. La plupart des gens la pratiquent, en tout cas, ce que je vois, dans une pratique très loisir, mais même pour l'hygiène de vie, pour la santé, mais même comme ça, on sait qu'il y a certaines directions à prendre. Et donc, dans la méthode de Jacques Hébert, déjà, lui le disait, il s'opposait un petit peu, en tout cas pour le sport, dans un cadre de sport santé, à la spécialisation. Pourquoi ? Parce qu'il fallait stimuler le corps de manière holistique, de plein de manières différentes, pour pouvoir bénéficier justement du ça, c'est quelque chose qui est vraiment que je vois beaucoup, en tout cas dans les salles. Maintenant, on a des méthodes, et c'est les méthodes qu'on impose et souvent, c'est des méthodes qui sont issues d'une création, d'une matrice commerciale. Et elles ne sont plus, c'est plus l'individu ou le côté utilitaire, donc la santé ou même la fonctionnalité dans la vie de tous les jours. C'est la méthode qu'on va imposer aux sportifs, à l'individu. Donc, peut-être que cette période-là, on pourrait je parle là pour l'activité physique. Après, on a bien compris qu'il y avait plein d'autres méthodes pour pouvoir faire en sorte que la santé soit une priorité de l'individu. Mais en tout cas, pour l'activité physique, peut-être que maintenant, on se dit, OK, maintenant, tout le monde peut faire du sport avec Internet, les coachs, etc., etc. Mais maintenant, encore une fois, c'est dans quelle direction on doit aller, vers quel professionnel ou vers quelle source, comme tu dis, je vais me tourner, et dans quel objectif, dans quelle direction. Est-ce que toutes les méthodes se valent? Est-ce que chacune va m'amener à l'amélioration de ma santé? En tant que, je peux dire, professionnel du coaching et de l'activité physique, je donne mon avis, je pense que non. Avec le recul de ce que je vois, puisque on n'a jamais eu autant de problèmes de dos, et tu me l'as déjà confirmé, et articulaire pendant ce siècle qu'avant. Donc, ou alors, il faudrait d'autres données. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est ça. Les gens restent assis, sont sédentaires,
mais il y a beaucoup de gens qui aussi s'entraînent dans des box, dans des salles, etc. Et pourtant, on a toujours autant de personnes qui sont blessées et qui perdent de la mobilité fonctionnelle, des épaules. Donc, peut-être, je redirige un peu la conversation, c'est le sport, oui, mais comment et dans quelle direction? Et je pense que ça, c'est aussi important. Oui, alors c'est une question qui est, qui est évidemment là qui est intéressante et qui est très vaste, qui est la dimension finalement de quel sport. C'est ça. Une fois qu'on a dit le sport, il y a des éléments effectivement qui vont être bénéfiques pour la santé et d'autres qui ne le sont pas du tout. On parlait de l'intensité de la pratique tout à l'heure par rapport à l'immunité, etc. Ça, c'est vrai. Sur le plan biomécanique, évidemment, il va y avoir aussi des actions. Et donc là, c'est intéressant de se dire, mais bon, dans l'évolution du sport, ça on peut dire ce qui s'est passé depuis les années 80, ben dans l'évolution du sport, il y a eu quand même, depuis, on va dire que c'est Los Angeles, 84, hein, les JO, qui font venir, pour la première fois, tout un système commercial à l'intérieur du sport. Donc, qui vient avant tout des États-Unis, hein, c'est un modèle avant tout américain, et qui développe ça. Alors, d'abord à travers le sport professionnel et les droits télévisés, c'est la première source. Aujourd'hui, la grande source financière du sport, ce sont les droits TV. Hein, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, aussi la nécessité d'avoir même des modèles économiques de développement. Par exemple, je pense à certaines salles de sport qui se font à travers énormément de machines. Mais ça, c'est vrai que je dis ça souvent, s'il y a des machines, beaucoup de machines au mètre carré, le but, c'est de pouvoir tasser beaucoup de personnes au mètre carré pour avoir un meilleur rendement. Mais effectivement, parce que c'est simple, on fait un mouvement unique, hein, un mouvement simple de flexion, d'extension, enfin, souvent c'est des mono-actions, en tout cas des mouvements mono-actions, qui ne correspondent pas au mouvement physiologique. Parce que... Alors, excusez-moi, docteur, c'est juste parce que le problème n'est-il pas la volonté, parce qu'on parle de la ville, on parle de la salle de sport, on parle de... et j'ai l'impression que un des facteurs communs à tous les problèmes qui sont liés, c'est qu'un problème, en tout cas, qui est récurrent, surtout en France ou dans les villes qui ne sont pas conçues nécessairement pour la voiture, et même dans ce cas-là, en plus de l'immobilité et de la sédentarité, il y a la densité, c'est-à-dire l'idée de densification démographique et d'hyper-rendement quasi fordiste. Est-ce qu'on n'a pas un problème à ce niveau-là, dans le sens où il faut densifier la population dans la salle de sport, densifier les populations dans leur habitation en ville en les entassant, l'ascenseur, etc. Densifier les populations qui font que c'est plus difficile, densifier le trafic, est-ce que la densité, est-ce que la diminution de la perception de la densité peut être un bon facteur de mesure pour une meilleure activité physique et une meilleure hygiène de vie? C'est une vraie question. C'est-à-dire, la vraie question, c'est effectivement, on parlait de la pathologie urbaine tout à l'heure, et cette concentration, la grande concentration de la population dans peu de lieux, eh bien, peut créer des problèmes. La pollution, vous en avez parlé, le traitement des déchets, c'est quand même pas simple, le déplacement urbain, l'habitation, si les gens ne peuvent pas habiter sur place, ils sont obligés de faire beaucoup de trajets, donc ça aussi, ça joue avec la pollution. Donc en fait, on voit bien que là-dedans, on peut prendre le problème effectivement par tous les bouts, on se rend compte qu'il va falloir avoir une réponse systémique. Alors, je n'ai pas cette réponse, je soulève seulement le problème, mais je donne pas. On attendait la réponse, Jean-Marc. On attendait la réponse, mais docteur Sey. Malheureusement, je ne vais pas vous donner 54 minutes, Jean. La solution. 30 minutes de podcast pour une non-réponse. Alors, si j'ai la solution systémique, je me présente aux élections présidentielles. Hein. Bon, c'est plaisanterie parce que... donc vous gardez vos secrets pour la prochaine élection. Ah, d'accord, ok. Je vous annonce... C'est de la rétention d'informations, merci. Merci, monsieur. Chapeau.
solution. Bon, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est un problème. Là, il faut identifier le problème avant de trouver la solution. Et le problème de cette densification de la population et tout ce qui découle. Et donc, quand on veut, leur faire de l'activité physique, on entasse les gens dans des salles, on fait des mouvements monoaxiaux, etc. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas optimales. Et donc, ce qu'il va falloir essayer de faire, mais c'est compliqué à une large échelle, on comprend bien. Alors, c'est toujours pareil, c'est des gens qui vont être un petit peu plus privilégiés, etc. Mais c'est de pouvoir individualiser ces actions. Alors, ou bien, mais ça peut être aussi une action, par exemple, de l'assurance maladie. Il faut réfléchir à l'assurance maladie. Nous n'avons pas une assurance santé, nous avons une assurance maladie. Et c'est fine, mais importante. C'est-à-dire que l'assurance maladie, elle ne traite qu'une fois que les gens sont malades. Bon, il y a un proverbe qui dit « mieux vaut prévenir que guérir », mais il est vrai ce proverbe en fait. Ça veut dire que si on avait une assurance santé, si on imaginait que la collectivité puisse essayer de prendre en charge ou d'aider justement la prise en charge de personnes pour les remettre à l'activité physique, pour mieux les faire manger, pour lutter contre le stress, etc., eh bien, probablement qu'on lèverait un certain nombre de pathologies. Parce que si vous faites de l'activité physique, vous faites une bonne alimentation, vous luttez contre le stress, vous faites attention aux polluants et aux toxiques, eh bien, vous vous rendez compte que vous retirez peut-être 2/3 des pathologies actuelles qui sont remboursées par l'assurance maladie. Parce que l'hypertension artérielle, la dépression, l'anxiété, l'obésité, l'hypercholestérolémie, le diabète, et j'en passe, et d'autres, et un certain nombre de cancers aussi, sont liés directement à ça, à cette sédentarité. Et donc, ce qu'il faudrait, et c'est pour ça que moi j'ai été extrêmement favorable à la notion de prescription d'activité physique, qui est une notion que j'ai eu la chance de participer à développer il y a de ça quelques années, et aujourd'hui, elle est érigée en termes de loi, et ça c'est une très bonne chose. Il faudrait même aller plus loin, il faudrait rembourser par l'assurance maladie des éducateurs sportifs qui feraient de manière adaptée, pour peu que ce soit fait correctement, évidemment. Après, il faudra donner des labels, des choses, etc. Mais à partir du moment où c'est fait correctement, et bien que ces éducateurs soient même pris en charge, soient considérés comme, même, moi j'irais plus loin, je les considérais pour cela comme des professionnels de santé, comme de véritables professionnels de santé, qu'ils permettent d'améliorer par la prévention l'activité physique des gens. Donc je crois que c'est là où il faut repenser ces choses. Moi, sur ce plan-là, en tout cas, d'assurance santé plus que d'assurance maladie, je crois que ça sera nécessaire, et qu'on s'intéresse à la prévention, qu'on arrête d'être uniquement dans le traitement pathologique. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les pathologies. Évidemment, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut rajouter la prévention. Et beaucoup plus que simplement ce qu'on fait actuellement. Excusez-moi, docteur. Donc, avant qu'on passe à notre deuxième partie de podcast, je crois qu'on l'a abordé carrément. Ouais. Là, on était en plein dedans. Vous avez raison, on est en plein dedans. J'ai alors une petite question qui est que nous avons une petite conversation il y a quelques jours où on se disait que si on avait, en gros, une des conclusions était, si on avait eu plus de lits pour le coronavirus, on n'aurait peut-être pas eu à arrêter toute l'économie. Y a-t-il un problème de tension du flux dans la médecine? Est-ce que la médecine en France, ou je ne sais pas, dans le monde, est considérée comme quelque chose qui doit fonctionner avec un flux trop tendu et donc qui au final, on a bien précisé, la santé d'une population détermine bien d'autres facteurs, ça sent la santé. Et est-ce qu'on n'a pas un problème de flux tendu dans la médecine? Oui, alors là, ça c'est un sujet, bien sûr, moi je suis très, bien sûr, et j'essaye d'être très au point là-dessus. Je crois qu'on a fait une erreur de raisonnement majeure ces dernières décennies par rapport à la médecine, puisqu'on lui demande de raisonner et d'être rentable. Et je parle particulièrement de l'hôpital public. Je crois que c'est une erreur majeure. Un hôpital n'a pas à être rentable, et je parle économiquement.
directement, c'est-à-dire directement par l'argent qu'il rentre ou qu'il sort. Ça, un hôpital ne peut pas ça. Obligatoirement, il faut imaginer que c'est à flux perdu, et voire même que tout ça ne fonctionne pas. Et ça a été des volontés de nos gouvernants, successifs, il n'y en a pas eu qu'un, ça a été depuis plus d'une trentaine d'années, où on a d'abord dit il y a trop de médecins. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous a expliqué qu'il y avait trop de médecins, qu'il y avait des médecins qui étaient au SMIC, que c'était plus la peine de faire médecine, qu'il y avait trop de médecins. Bon, aujourd'hui, on voit le résultat. Mais moi, ça, c'est des choses que j'entendais quand j'ai commencé médecine. Il y avait un numerus clausus extrêmement drastique. Moi, j'ai passé mon premier concours de première année quand il y avait quand on faisait passer le moins de médecins, d'étudiants en deuxième année, c'est-à-dire l'élément le plus drastique, parce qu'on considérait que plus il y avait de médecins, plus ça allait augmenter les dépenses de santé. C'était ce qui était avancé par les énarques à l'époque. Bon, aujourd'hui, voilà, dans la situation où on est, et ensuite, on se retourne vers les médecins, comme